Maison Saine, une émission proposée par Murprotec sur Radio Imo. Et bien voilà, c'est notre dernière interview en direct du salon Environnement et Qualité de l'air. On va parler de santé dans l'habitat. On va faire une conclusion avec le docteur Pierre Papex qui est avec nous. Pierre Papex, bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Merci d'être avec nous. Parlez surtout très bien dans le micro, Pierre. Voilà, bien dans l'axe du micro. On va venir, merci. Vous êtes accompagné d'Elisabeth Toutu-Picard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes une ancienne députée et vous étiez donc dans l'équipe de Jean-Luc Moudenc à la mairie de Toulouse. Vous connaissez bien votre territoire. Vous êtes là à titre de témoin aussi pour avoir votre avis en tant que citoyenne également sur les problématiques de leur intérieur. Alors je vais mettre un peu de contexte dans tout ça. Et d'ailleurs, je vais remontrer à la caméra. Effectivement, voilà, le salon Environnement, Qualité de l'air, première édition Oikos. Oikos, vous êtes un amateur de mythologie grecque Oui, beaucoup. Oui, voilà. C'est de vous Comment Oikos. Oui, Oikos, c'était la maison. Parlez bien, docteur. C'était la maison dans l'Iliade et l'Odyssée, et c'était la maison au sens large. Avec tout ce qui arrivait dedans. Voilà, et donc... voilà, ça a un côté, évocateur. Et on l'a choisi pour ça. Je reconnais bien le scientifique que vous êtes. Merci, docteur Papex, d'être avec nous. Alors, nous, on se connaît bien parce que vous êtes venu dans nombre de réunions. Et d'ailleurs, vous avez été, je dois le dire, celui qui m'avait ouvert les yeux, si je peux dire comme ça, avant de m'ouvrir les poumons, puisque j'aspire mieux depuis, en ayant fait ce qu'il faut, bien évidemment, pour faire circuler l'air. Je paraphrase, mais c'est un vrai sujet de santé publique. Elisabeth Toutu-Picard, vous savez que oui, on vous l'a dit. L'Agence nationale de sécurité sanitaire et les premiers indicateurs en termes de données et de statistiques démontrent qu'il y a environ 20 000 morts liées directement ou indirectement au bâti. Je compare toujours avec la prévention routière parce que c'est un bon curseur de comparaison. On a l'équivalent d'une petite ville qui disparaît chaque année liée aux problématiques de l'intérieur. Je ne vais pas vous demander votre avis en tant que politique, mais pour vous donner peut-être une analyse, comment se fait-il que dans la sphère politique, surtout dans les ancrages locaux, cet élément-là, peut-être par méconnaissance, peut-être par manque de pédagogie ou insuffisance de données, mais quand même, alors même que l'ANSES avait déjà alerté, publié, que le docteur Papex, depuis plus de 30 ans, est sur cette question, parce que c'est vous qui êtes à l'origine de la création d'un métier qui s'appelle le CMEI, quand même, c'est pas neutre. Est-ce que, voilà, quelle est votre analyse de cette situation ? Je pense qu'en fait, l'explication est double. D'abord, je pense qu'il y a réellement une question d'ignorance de la part des décideurs politiques. Et deuxième explication, c'est que la parole des scientifiques n'est plus entendue. Elle est décrédibilisée. Et la troisième, j'en rajouterai une troisième, c'est que les questions de santé-environnement sont tellement larges, tellement nombreuses, tellement complexes, que le public, le grand public, ressent une certaine anxiété à entendre dire des vérités qui sont parfois et très souvent dérangeantes. Qui plus est, il y a aussi une dimension économique, vous disiez vous-même, c'est-à-dire que les constructeurs de bâtiments ont souvent des consignes financières de budget serré et ne construisent pas forcément dans la qualité ou en ayant à l'esprit les enjeux sanitaires de ce qu'ils sont en train de construire. Et tellement juste qu'à un moment donné, on se pose même la question. Je reprends les propos de votre confrère, docteur Spirou, devant de moi. Incroyable. Il dit on produit du malade en chaîne et on alourdit les comptes publics alors que finalement les effets curatifs. Avec une simple décision politique, c'est pas vous que je vais apprendre que là où il y a une volonté, il y a un chemin politique. Je cite le général de Gaulle, mais ce que je veux dire, c'est que on se pose la question, est-ce que c'est quand même pas l'incurie des politiques qui préside? C'est pas une négligence coupable? Alors, il faut dissocier l'habitat public. Oui. Bien sûr. Qui est bien sûr sous la responsabilité des décideurs publics, et puis après il y a l'habitat privé.
qui répond à d'autres exigences économiques. Mais je pense que les exigences économiques, cette composante-là, est déterminante autant pour le secteur public que pour le secteur Alors que privé. ça coûte une fortune à la sécurité sociale, aux soins préventifs. Oui, il me semble me souvenir qu'on avait évalué l'impact sur le PIB annuel de la France des problématiques de santé-environnement à près de 7% du PIB. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'en fait, on n'investit pas en amont pour la qualité de la santé des Français, la prévention, mais par contre, on a le choc en retour de cette ignorance délibérée ou organisée. Et au lieu d'anticiper les coûts publics, parce que cet argent-là, c'est de l'argent public, c'est l'argent des personnes qui sont imposées, au lieu de le mettre dans la prévention, on le retrouve en fait bien investi, parce qu'on soigne très très bien en France. On est un des pays les plus privilégiés en matière de soins, mais par contre en termes de prévention, il y a d'énormes carences. On est resté sur en fait la conception ancienne que la prévention en santé publique, c'était l'alcool, le tabac, les addictions, diabète, voilà. Mais d'ailleurs les effets globaux finalement quand on prend l'environnement. Ce qui est intéressant également, c'est de voir à quel point, et je pense que politiquement ça va certainement bouger. Vous y êtes pas pour rien d'ailleurs, je précise, parce que vous avez aussi beaucoup publié sur la question, comme Antoine Flahault, le professeur Flahault et d'autres, où on va recevoir aussi la professeure Anésie Maezano, directeur de recherche à l'INSERM, qui est aussi très critique, bien évidemment, sur cette question. On a l'impression presque, vous avez raison dans ce que vous dites, parce que on a presque l'impression que c'est presque un mal français. On est capable de faire des miracles. Oui. De médecine, parce que on a une médecine de pointe, mais vous me direz, docteur Papex, mais c'est vrai que sur le plan de la prévention, si je compare par exemple avec ce que font les pays scandinaves auprès de leur population sur l'appropriation, l'usage, la culture et l'usage des bonnes pratiques, bien évidemment, ça me paraît important. Quand vous entendez Elisabeth Audupicard dire ce genre de choses, ça vous conforte en même temps, et en même temps, ça vous donne aussi, docteur Papex, l'immensité de ce qui reste encore à faire. Parlez bien dans le... Oui, c'est immense. C'est sûr que, d'abord, pour la santé environnementale, on sort doucement de la santé pasteurienne qui nous a complètement aidés. Elle a révolutionné la médecine infectieuse, mais elle était en XY vers la santé environnementale qui est multiple au niveau des causes et qui ne peut être vraiment, on l'a vu sur tout ce qui est mycologique et qui a été fait par Steffi Rocci, réellement prise en compte qu'avec l'intelligence artificielle maintenant, mais on l'a. Et puis aussi dans le dimensionnel, c'est-à-dire qu'au fond, on s'aperçoit que la santé environnementale, ça intéresse depuis la préconception jusqu'aux maladies neurodégénératives à la fin. Et donc, c'est une nouvelle dimension considérable. Elle doit s'appliquer à toutes, et elle s'applique à toutes nos spécialités. Je cite la pneumologie, l'allergologie, la cardiologie, la gastroentérologie, la neurologie. La pédiatrie, et oui, c'est une spécialité qui doit rentrer là-dedans. Elle est très peu enseignée dans les facultés. De plus en plus. Oui, mais c'était quelques heures. Vous qui avez piloté l'Agence régionale de santé, le CHU de Toulouse. Oui. Alors, je comprends mieux votre sentiment en disant on a une superbe médecine, vous avez raison. Hein. Et on a même des thérapeutes qui sont dignes d'un remerciement sacerdotal. Vous voyez, parce que je peux vous dire que ils sont pas toujours gâtés. Encore une fois, bien évidemment, dans le circuit des postes universitaires, mais il y a un vrai paradoxe en fait, en réalité, quand on y réfléchit. En fait, c'est une conception du soin qui est maintenant largement dépassée. Ou alors, il ne faut pas appeler le ministère de la Santé, il faut l'appeler ministère du Soin. Voilà, au moins les choses seront beaucoup plus claires. Mais la notion de santé-environnement, elle date simplement des années 2000. Donc c'est relativement récent. C'est à partir de 2000 que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé,
a donné une définition très claire des interactions entre les environnements, parce qu'ils sont multiples. Il n'y a pas simplement l'extérieur, mais il y a également, bien sûr, nos domiciles, nos lieux de travail et notre santé. Et ça, c'est un renversement complet de la situation. Il y a ça, et il y a aussi autre chose, c'est qu'on a aussi une évolution de la connaissance scientifique qui a mené à renverser, en fait, l'approche qu'on pouvait avoir, notamment en toxicologie. Autrefois, on savait que Paracelse, ce qui affirmait ça, et c'était enseigné dans les facultés, que c'était la dose qui faisait le poison. Or, maintenant, on sait, avec les problématiques de perturbations endocriniennes, que c'est la période pendant laquelle l'organisme humain est exposé aux perturbations endocriniennes qui marque en fait l'avenir de la personne. C'est pour ça qu'on parle des 1000 premiers jours. L'on dit de la conception aux 2 ans. Dès la conception, si la maman, par exemple, est en contact avec des forts perturbateurs endocriniens, c'est le bébé qui est lui-même qui est exposé et qui risque d'avoir par la suite des problématiques endocriniennes. Et donc c'est vraiment un renversement complet de l'approche qu'on peut avoir en santé, et non seulement en soins, mais également en toxicologie et les repères qu'on pouvait avoir au préalable. Ça conforte justement l'idée de cet événement. Justement, pour terminer cette interview, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi vous avez voulu créer ce type d'événement. Il y a forcément une nécessité. Oui, c'est une nécessité. Bon, moi je suis interniste, pneumologue, allergologue, somnologue, etc. Mais notamment dans ma spécialité principale, qui est la pneumologie, on s'est aperçu, et jusqu'en 2025, que tout ce qui concernait l'environnement n'était pas traité. Moi, je me souvenais quand je faisais des topos à mes chers collègues dans les années qui précèdent, ils me regardaient avec des grands yeux en disant « Oui, mais tu nous fais rentrer là une notion un peu écologique, etc. etc. » Le congrès de pneumologie de 2025 est le premier en France qui ait parlé un peu d'environnement et de son rôle dans les pathologies respiratoires où il est fondamental. Et je renforce ce que disait Elisabeth tout à l'heure. C'est vrai que la naissance de l'idée, elle date de 60, c'est vrai, mais elle n'a eu son application avec Parker qu'en 2000. Et donc c'est assez récent, comme on le disait, et il faut absolument aller dans ce sens. Je pense qu'un des freins vient du fait que quand on parle de santé-environnement, on est amené forcément à se demander quelles sont ces sources pathogènes. Et quand vous commencez à vous dire, parce que là, la science a produit beaucoup de travaux extrêmement sérieux qui ne peuvent pas être du tout contestés, que vous êtes amené à vous poser des questions sur les intrants chimiques en agriculture, sur les produits, la composition des produits cosmétiques, sur le contenu, sur les résidus de pesticides dans l'alimentation, sur les produits d'hygiène, sur les produits d'entretien. Vous vous rendez compte quelle est la révolution, quelles sont les révolutions auxquelles nous devrions être confrontés. Or, il y a forcément des freins économiques et d'enjeux économiques, d'emplois, nous dit-on très souvent, qui font que, en fait, pour le moment, ces questions-là ont du mal à être traitées par les politiques parce qu'ils se heurtent à des difficultés. À des lobbies. Voilà, on va dire les choses. Des lobbies. Le lobby du tabac peut être un lobby du tabac, le lobby de l'alcool, le lobby d'un certain nombre de choses. L'idée, c'est pas de se dire on lutte contre des lobbies parce qu'on peut faire interdire. C'est simplement de prévenir. De prévenir avec conscience. C'est sûr que, en son temps, moi j'appartiens à une génération, elle doit déjà dépasser les 60, largement, où cette prévention, nous ne l'avions pas. On était dans un mimétisme de comportement qui faisait que... C'est vrai que j'observe avec plaisir d'ailleurs que la génération qui arrive, ces générations des 25-30 ans aujourd'hui, elle est informée. A beaucoup plus d'exigences. Et c'est drôle, parce que quand je compare le niveau de conscience que nous avions peut-être à l'époque, je sais pas pour vous, mais enfin moi, j'avais pas du tout le même niveau de conscience. On était dans une époque nettement plus consumériste et beaucoup moins consciente des dangers que cela pouvait provenir sur l'environnement, donc soi, mais également sur ce qu'on projette à l'extérieur. Une dernière phrase pour conclure cette interview, Dr Papex. Premier événement, il y en aura d'autres.
Oui, on souhaite tout à fait que cet Oikos 1 qui a eu lieu à Toulouse. Est-ce qu'on sait où le prochain? Alors, c'est en gestation. D'accord. En gestation, on vous le fera savoir. Bon, j'aurai le scope alors. Oui, bien sûr, bien sûr. En un mot, pour vous, ravi. On est complètement ravis parce Objectif que le deal, c'était de joindre les soignants, les sachants avec ceux qui construisent l'habitat, entretiennent l'habitat, etc. C'est notre credo, ça. Et ça, c'est réussi. Elisabeth Tautu-Picard, en quelques mots, quand vous assistez à ce type d'événement, quel sentiment vous en avez? Alors, je suis d'abord admirative qu'une association assume la responsabilité de partager des informations absolument vitales pour notre santé, permettent en fait un rapprochement entre les industriels, puisqu'il y avait beaucoup d'exposants, et des gens comme vous ou moi, des citoyens de base. Et je leur suis aussi extrêmement reconnaissante parce que cela permet aussi de combler les carences informatives et le manque de partage d'informations scientifiques dont malheureusement pâtissent en fait les gens de la société civile, les citoyens de base. Donc c'est parfois difficile d'organiser de tels congrès, de telles manifestations, mais la démarche elle est vraiment elle est géniale parce que elle est dure peut-être, elles sont exposées à toutes les difficultés que rencontrent les pionniers en fait du genre, mais en même temps on espère un essaimage. Et j'espère, et je leur souhaite, et je nous souhaite à tous une belle moisson de gens informés et responsables. Je vais formuler un souhait. Revenez en politique, Elisabeth. Ça nous ferait du bien. Voilà. Un peu de charme, d'élégance, de classe et de persuasion, de perspicacité. Vous êtes d'accord avec moi? Et je suis ravi qu'on soit là, tous les deux, elle, politique, moi, médecin. C'est vrai, j'ai été adjoint dans une municipalité à la santé, mais... Et de joindre un petit peu nos compétences, notre effet haut-parleur pour cette cause. Oui, écoutez, faites-le. En tout cas, voilà, j'étais ravi. Merci, c'était une première. Merci, c'était un vrai plaisir de vous croiser. Elisabeth Tautu-Picard. Merci à Pierre Papex, notre médecin préféré, pneumologue préféré, qui a justement travaillé sur toutes ces questions. Rappelez-vous, vivez bien, mais surtout respirez bien. Et pour cela, vous allez sur le site de maison-scène.fr. Justement, vous allez sur le site internet, vous avez tous les tutos. C'est gratuit. Et bien évidemment, vous pouvez consommer, réécouter plutôt nos podcasts. Aujourd'hui, voilà, bye bye. On se retrouve bientôt à Paris. Et surtout, d'ici là, vous prenez soin de vous. Salut les amis. Maison Scène, une émission proposée par Murprotec sur Radio Imo.